Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la motion de censure contre le gouvernement malgache a été rejetée. La majorité des 2/3 des députés n'a pas été atteinte lors du vote. L'état d'urgence a été décrété en Tunisie après l'attentat de Sousse. Pendant un mois, la police et l'armée vont bénéficier de pouvoirs étendus pour faire face à la menace terroriste. Et au Bénin, le pont de Fifadji à Cotonou a été inauguré ce vendredi. Il doit permettre de faciliter la circulation à l'intérieur de la capitale économique. Mais tout d'abord, un nouveau sommet sur le Burundi doit avoir lieu ce lundi. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine souhaitent faire une évaluation de la situation une semaine après des élections boycottées par l'opposition. Pour rappel, le pays connaît une crise politique depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il briguerait un 3e mandat. À Madagascar, le Premier ministre Jean Rapelonarive reste en place. La motion de censure déposée par les députés frondeurs a en effet été rejetée. La majorité des 2/3 requises n'a pas été atteinte lors du vote. Ibrahim Ndiaye. À Madagascar, la motion de censure contre le gouvernement a rejeté de peu. Seules 95 voix étaient favorables à la motion contre 17. Elle devait être votée au moins par 113 députés pour être recevable. Un nouveau bras de fer est donc évité dans la Grande Île, quelques jours après le vote des députés en faveur de la déchéance du président malgache R. Rajaounam Riampianine par les députés. Le Premier ministre Jean Ravelonarivo est à son tour sur la sellette. Les députés ont déposé mercredi 2 juillet une motion de censure contre son gouvernement. Les parlementaires reprochent au gouvernement de ne pas être en mesure de résoudre les problèmes socio-économiques du pays. En peu de temps donc, les députés ont essayé de faire tomber le président et son Premier ministre. Une fois de plus, la versatilité du jeu des alliances au sein de l'Assemblée nationale a démontré l'impossibilité de gouverner et qui ne laisse d'autre choix que de dissoudre le Parlement. À l'approche des élections communales, justement, qui auront lieu fin juillet, l'on s'interroge de plus en plus sur le fait de reculer ces élections d'un mois et de les jumeler à des législatives anticipées. Parmi les griefs adressés au chef du gouvernement malgache, les députés dénoncent les nombreux mouvements sociaux en cours à Madagascar. Parmi eux, le conflit chez Air Madagascar. La hausse des prix du carburant est également un point d'achoppement entre les parlementaires et le gouvernement. Voulant profiter de l'élan protestataire mené par l'intersyndicale en soutien aux délégués du personnel d'Air Madagascar qui est en conflit avec les directions de leur compagnie et qui se sont vus traînés en justice dernièrement par le secrétaire général du ministère des Transports pour atteinte à l'économie nationale, les députés ont voulu porter le coup fatal à l'exécutif à défaut d'avoir fait tomber sa tête. Selon la constitution malgache, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le gouvernement du Premier ministre Jean Ravelonarivo reste donc en place. En Tunisie, l'état d'urgence a été décrété. Le président Béji Caïd Essebsi en a fait l'annonce ce samedi dans une allocution télévisée, justifiant cette mesure par l'existence d'un danger imminent. Une décision qui intervient une semaine après l'attentat meurtrier de Sousse. Emmanuel Milimono. Qui a causé 38 morts, le président Béji Caïd Essebsi a décidé ce samedi de renforcer à titre temporaire les pouvoirs de l'armée et des forces de sécurité. Depuis l'attentat du 26 juin 2015, les services de sécurité ont été critiqués ainsi que le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur accusé de laxisme. Cette décision était attendue parce qu'elle peut, si elle est bien appliquée, sans donc atteinte aux droits de l'homme et sans atteinte aux libertés fondamentales, apporter un plus pour la sécurité du pays dans le sens où il y a donc une mobilisation beaucoup plus grande des forces de l'ordre, une permanence sécuritaire. L'état d'urgence accorde des pouvoirs d'exception à la police et à l'armée. Il avait été levé en Tunisie en mars 2014 après avoir été sans cesse renouvelé depuis janvier 2011. La Tunisie est confrontée à une percée djihadiste responsable de la mort de dizaines de policiers et de militaires. 59 touristes étrangers y ont péri, 21 au musée de Bardo en Tunis au mois de mars 2015 et 38 dans un hôtel en bord de mer à Port El Kantaoui le 26 juin dernier. Est-ce qu'il va être appliqué comme le prévoit le décret de 78 ou bien il va être juste une occasion pour peut-être une mobilisation beaucoup plus importante des forces de l'ordre et de l'armée
Donc voilà la première question. La deuxième est que pourquoi cette annonce un peu tardive? Parce que le Conseil national de sécurité s'est réuni dimanche. Presque tous les observateurs s'attendaient en décret d'état d'urgence. Le Premier ministre Habib Essid a reconnu que la police avait été trop lente lors de l'attentat des ports El Kantaoui, premier aveu officiel de défaillance sécuritaire. La Tunisie a été frappée par 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique en l'espace de 3 mois. En plus de l'émotion provoquée par ces violences, c'est un coup dur pour l'économie. Le secteur touristique représente 400 000 emplois directs et indirects et une source importante de devises pour la Tunisie, dont le dinar n'est pas convertible. Et de son côté, la Côte d'Ivoire a adopté ce vendredi une loi antiterroriste, une loi qui permet des écoutes et des perquisitions. L'objectif est de renforcer la sécurité nationale quelques jours après les menaces du groupe Ansar Dine. Idelette Mirabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, le Parlement a adopté le 3 juillet 2015 le projet de loi portant répression du terrorisme. Pour les parlementaires ivoiriens, cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre au plan interne des mesures internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Donc cette loi permet de renforcer les moyens en matière de renseignement, permet de réaliser des écoutes téléphoniques, permet de réaliser des perquisitions peut-être dans des cadres hors des cadres habituels fixés par la loi, parce que c'est des questions de sûreté, c'est des situations d'urgence qui ne peuvent pas permettre éventuellement d'attendre. Dans un contexte où l'Afrique subsaharienne est marquée par une recrudescence de la menace islamiste, les autorités ivoiriennes estiment que la loi sur la répression du terrorisme va contribuer à la consolidation de la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc la loi a été votée, l'impact vise à sécuriser, à rassurer les Ivoiriens, à rassurer les partenaires de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques pour dire, bien sûr, il faut sensibiliser au niveau de la population, il faut aussi éventuellement lutter contre les risques qui constituent le terreau fertile pour les extrémismes, le terrorisme, que ce soit islamiste ou autre, notamment le chômage des jeunes et beaucoup d'autres problèmes de société, les injustices, les exclusions. Dans une dynamique de développement économique, la Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre l'émergence en 2020 avec une croissance économique à 2 chiffres. Cette ambition passe par le renforcement de la sécurité des biens et des personnes, la consolidation de la stabilité politique et sociale et la mise en œuvre du programme d'investissement économique. Au Bénin, le pont de Fifadji dans le 9e arrondissement de Cotonou a été inauguré ce vendredi. Il doit permettre de fluidifier la circulation à l'intérieur de la capitale économique. L'ouvrage a coûté au total 4 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Ouverture du nouveau pont de Fifadji aux populations de Cotonou ce vendredi 3 juillet 2015. Circuler dans la capitale économique étant devenue de plus en plus difficile, cette infrastructure contribue à la fluidité du trafic dans la ville. Construit en remplacement de la digue souvent coupée lorsque les eaux de la crue apparaissent, le trafic sur ce pont supportait près de 20 000 véhicules par jour. Avant là, vraiment, nous avons trouvé des difficultés à Fifadji. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc je suis content des travaux qu'ils ont effectués. Construit dans le 9e arrondissement de la ville de Cotonou, avec l'appui de l'association de développement IDA, le coût global de la réalisation de cet ouvrage est d'environ 4 milliards de francs CFA. Son ouverture vient desservir non seulement les tronçons des carrefours stratégiques de la ville, mais résout aussi les problèmes d'inondation dans cet arrondissement. L'ensemble des études, a débouché sur la réalisation de ce pont-là pour résoudre, ce problème d'inondation sur le tronçon. C'est ainsi que la conception a permis d'avoir un pont de 60 mètres avec des rampes d'accès. Ce pont est construit selon les technologies de préservation de l'environnement. En présence de la population et du maire de la ville de Cotonou, le Premier ministre Lionel Zinsou se réjouit de la qualité de l'ouvrage. C'est une vraie contribution à la vie quotidienne des habitants. C'est un pont de technologie. Je félicite les équipes qui ont construit ce pont car c'est un sol marécageux très difficile. On vient de nous expliquer tous les éléments techniques de l'ouvrage d'art, mais il est au service de toutes les populations du quartier et de celles qui vont le traverser. Cette infrastructure routière intègre l'aménagement sur 2 hectares d'un espace vert en cours de réalisation destiné à agrémenter la vie des populations riveraines. Lancé par le président de la République du Bénin, Boni Yayi, en février 2014, les travaux ont duré 16 mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.